Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Émilie, la créatrice du site Carnet d'Émilie. Et ce soir, j'interviewe pour vous Stéphanie Delalande, sophrologue et éducatrice de jeunes enfants. Bonjour Stéphanie. Coucou, bonjour. Alors, j'ai préparé ma liste de questions comme à chaque fois, mais je vous invite à intervenir dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. On se fera un plaisir de vous répondre en live ou par la suite dans les commentaires. Donc, ma première question, Stéphanie, c'est peux-tu nous dire qui es-tu et ce que tu fais? Donc, je suis Stéphanie Delalande, je suis éducatrice de jeunes enfants et sophrologue. Je suis installée dans un cabinet à Rambouillet, dans les Yvelines. Je consulte directement au cabinet, je me rends aussi au domicile des clients et aussi en visio. Voilà, comme ce que l'on fait ce soir. Ok. Alors, deuxième question, quelle est ta formation? Donc de base, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans différents milieux, là où on rencontre les familles et les enfants. Ça peut être dans des crèches, ça peut être en protection de l'enfance. Et puis par la suite, donc je me suis formée à la sophrologie. Et puis j'ai du coup créé ce cabinet de conseil parce que finalement, en cheminant avec les familles que j'avais rencontrées, elles m'ont toutes dit la même chose. En fait, c'est d'être finalement parfois préparée à l'accouchement, mais pas à l'après. Donc voilà, j'allie les deux, les conseils à la parentalité, le soutien, l'accompagnement des enfants et des familles, là où ils en sont, là par rapport à leur vie, à leur questionnement, et en même temps des outils de sophro s'ils veulent, et parfois ils me consultent que pour l'éducatif ou que pour la sophro. En sophro, Ok. du coup, je suis aussi spécialisée pour les enfants et du coup, je voulais dire pour aussi, en fait, pour les femmes en général, dès leur envie de grossesse, les parcours PMA, la grossesse, le suivi pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum jusqu'à 2 ans après la naissance de bébé. Ok, super. C'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais voulu connaître Stéphanie? Et C'est vrai avant, qu'on et a dit ça. pendant, et après, franchement. Bon, j'espère. Alors, je suis sympa, ouais. Ouais, en fait, c'est l'idée d'accueillir des gens aussi. Et puis, c'est un métier profondément de vocation. Enfin, on a envie ou pas d'accompagner les gens. Et puis l'accompagnement bienveillant surtout, enfin, sans jugement et de se dire qu'effectivement, le monde de la parentalité, c'est pas forcément la bulle rose qu'on veut bien nous vendre un peu sur les réseaux. Et que, pour que cette bulle, voilà, existe à un moment donné, parfois on a besoin d'accompagnement. Donc voilà, autant aller voir des gens qui s'y connaissent et qui ont envie de partager, de vous accompagner en fait dans ce chemin. Tout à fait. Alors, peux-tu nous parler du déroulement d'une séance? Alors pour chaque séance, que ce soit éducative ou sophro, en fait, on démarre en fait par rapport à un questionnaire en fait qui retrace aussi un petit peu la vie de la personne ou de la famille. Voilà, par rapport à leur parcours de vie, pourquoi ils viennent me voir, mais aussi quels sont leurs loisirs, les détails de leur vie, ce qui finalement leur fait plaisir et ce qui peut aussi leur faire peur. C'est tout un petit questionnaire qui se veut pas intrusif, mais qui se veut en fait pour la compréhension en fait de la personne, de l'individu et de sa famille, là où il s'inscrit en tout cas dans sa dimension voilà, individuelle, dans sa vie sociale. Et puis, en fonction, voilà, on établit ensemble les objectifs à atteindre en sophro ou en éducatif. Et puis, c'est vraiment un échange, en fait. C'est vraiment, en tout cas, la première séance, c'est vraiment un échange global. Qui ils sont, là où ils veulent aller, quel chemin ils veulent emprunter. Et puis, pour la sophro, on passe après par des petits exercices qui vont amener la détente physique et mentale. Et puis, un petit moment de petite balade, en tout cas, mentale positive, guidée par ma voix. Voilà. Ok, super. Alors, sur les réseaux sociaux, je constate de plus en plus de personnes qui souhaitent accompagner des parents. Comment identifier un professionnel compétent? Oui, c'est vrai que ta question, c'est vraiment aussi ce qui m'est beaucoup posé de la part de maman. J'ai aussi des papas qui me contactent, je les salue s'ils nous regardent, mais c'est vrai que c'est souvent vraiment la question qui revient de la part de maman.
Après, moi, j'invite les gens à aller, en tout cas, se renseigner sur effectivement la personne qui peut leur convenir en fonction de leurs questions et puis surtout en fonction du coup du diplôme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place et puis aujourd'hui, ben, dès qu'on est maman, on a envie de partager son expérience de maman. Mais ça suffit pas. C'est pas ce qui va faire de vous un professionnel. Donc souvent, même j'ai des mamans qui me disent j'ai très envie de m'orienter vers ce que vous faites. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le parcours que je dois faire? Moi, je leur dis effectivement, ben, faites un diplôme autour de la petite enfance. Déjà, ça va vous donner en tout cas des clés. Et puis, quand les parents s'interrogent, voilà. Enfin, moi, je leur dis maintenant, ben, effectivement, on est de plus en plus de travailleurs sociaux. Ça peut faire peur ce mot, visiblement, travailleur social. C'est rattaché aussi à plein de clichés aussi, où on se dit, oh là là, ils vont peut-être me prendre mon enfant, ils vont peut-être me juger. Ça paraît un peu peut-être lourd, finalement, ce terme. Mais les travailleurs du médico-social, en fait, c'est les premiers accompagnements que vous allez rencontrer dans votre vie de parents, que ce soit des infirmières, des sages-femmes, des éducateurs, des assistantes sociales. Maintenant, on existe de plus en plus en libéral pour justement accompagner les familles parce qu'on va le faire avec beaucoup plus de créneaux, de disponibilité aussi et un accompagnement plus renforcé. Donc, c'est même les services de PMI, vous pouvez les contacter. Ils sont là pour ça, mais vraiment, j'insiste sur le fait que voilà, c'est pas des gens qui ont suivi des formations, ce sont des gens comme moi qui ont suivi à la base un diplôme, une formation diplômante. Et en général, nous, on fait ça au bout d'une dizaine d'années de pratique. On se lance dans le libéral et on ajoute à ça plein de compléments de formation. Mais les formations, c'est pas ce qui va faire que la personne va pouvoir accompagner une famille. Il faut que ce soit des formations liées à la base à des diplômes. Donc vraiment, renseignez-vous, quitte à demander ouvertement à la personne, mais quel est votre diplôme? Aujourd'hui, être accompagnant à la parentalité, c'est ce qui va le plus être mis en avant sur les réseaux sociaux. C'est pas un métier. Donc les gens peuvent être vraiment de pleine bonne volonté. Enfin, moi, j'en suis sûre. Il y a des parents, des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui ont envie de bien faire pour donner des conseils. Mais d'aller voir en tout cas des gens diplômés, c'est la base même en fait de savoir que derrière, il y a une qualité. Voilà. C'est vrai que on est très présente, toi comme moi, sur les réseaux sociaux et on constate de plus en plus de parents qui sont certainement très, très compétents dans leur rôle de parent, mais de là à accompagner, Ouais. ça peut, à mon sens, peut-être être très dangereux, peut-être Ouais. ne pas forcément communiquer les bonnes informations. Ouais. Donc, ça me fait, moi, très peur de voir ça. Et de plus en plus, et souvent, ces personnes sont très, très bonnes communicantes. Là où, du coup, quand Là il où n'y a nous, on pas… va pêcher. C'est pas notre boulot. À la base, nous, on prend en charge les familles et les enfants. Donc, la communication, on apprend un peu à le faire, mais c'est clairement pas notre métier. Et ça se voit, clairement. On le sait, on n'est pas des communicants, ça se voit. Mais par contre, eux vont tout miser sur ça. Et à quoi ça se voit? Quelqu'un déjà qui n'est pas diplômé, c'est que déjà, quand vous allez vous présenter, ou comme moi, enfin, je veux dire, quand on me retrouve sur les réseaux, mon diplôme est mis en avant. Si vous allez sur mon site internet, moi, je vous parle pas de mon rôle de maman. Je suis maman, il s'avère que je suis aussi maman, mais c'est pas ce que je vais mettre en avant. Je vais mettre en avant mes compétences professionnelles. Je vais pas parler de ma vie de parent. Quand vous êtes en tout cas sur le site internet de quelqu'un qui met en avant toute sa vie professionnelle, sa vie personnelle plutôt, au lieu de sa vie professionnelle, c'est que déjà, il y a un gage quand même de qualité qui n'y est pas. C'est quelqu'un qui est très intéressé par les parents et les enfants, mais c'est pas quelqu'un qui a de diplôme. Quelqu'un qui a des diplômes, il va pas se présenter comme un accompagnant à la parentalité. Il va pas mettre en avant sa vie de famille, son conjoint, etc. Il va mettre en avant ses qualités professionnelles. Et ça doit alerter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui se disent, j'ai envie de partager mon expérience de maman. Comment je dois faire? Écrivez un livre, partagez votre expérience de maman. Écrivez un blog, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos copines, à votre famille, sur les réseaux, pourquoi pas, partagez votre expérience de maman. Mais l'expérience de maman, c'est pas l'expérience professionnelle. Voilà. Tout à fait. Alors, on a une question de Julia qui te demande quel est le diplôme officiel. Coucou Julia. Alors, les diplômes officiels, pour moi, c'est vraiment tous ceux du médico-social. Ça peut être la sage-femme, l'infirmière, enfin, et encore l'infirmière puéricultrice, parce qu'une infirmière ne va pas forcément avoir basé sa carrière, en tout cas, sur l'accompagnement des enfants, mais parfois va avoir fait des formations supplémentaires pour ça.
mais en tout cas vraiment voilà, des gens du médico-social, des voilà, sages-femmes, infirmières, en tout cas éducateurs, assistantes sociales, des gens de terrain qui vont effectivement derrière leur appellation de nom va avoir souvent diplôme d'État. Moi, ce qui peut être référencé avec le D.E parce que c'est le diplôme d'État. Donc voilà, quand on est diététicienne aussi, souvent on va marquer D.E, c'est effectivement on a un diplôme d'État. Mais voilà, il faut que ce soit des gens qui ont cette compétence métier. Et c'est pour ça qu'accompagnant à la parentalité, c'est pas un métier. C'est une volonté d'accompagner, mais c'est pas un métier. Tout à fait. Je suis à 200% d'accord avec toi. Merci Julia pour ta question en tout cas. 5e question. La sophrologie et l'hypnose sont-elles deux méthodes similaires? Elles se rapprochent, ne serait-ce parce que en fait, la sophrologie est issue de plein de courants, dont l'hypnose. Donc c'est vrai que quand je parlais de la petite balade mentale, c'est effectivement lié à de l'hypnose. Mais la méthode est quand même assez différente. C'est vrai que moi, le client, quand il vient au cabinet, déjà, il est acteur, effectivement, en étant vraiment partie prenante dans des exercices qu'il va devoir aussi répéter après chez lui, il va devoir s'entraîner. Et c'est vrai qu'il faut s'attendre aussi à ça pour que la méthode soit réellement pérenne, qu'elle soit vraiment utile. Il faut que les clients refassent chez eux des exercices. Ça ne demande pas une contrainte non plus de dingue. Hein. Ça peut être un exercice à raison de 3 minutes par jour. Mais c'est vrai que plus la méthode sera répétée, plus elle sera efficace et plus ça va s'inscrire. Donc, effectivement, deux méthodes différentes. L'hypnose, il n'y a pas besoin d'entraînement. Il y a besoin d'aller voir le praticien. Mais par contre, moi, je suis très au clair aussi sur le fait que la sophrologie, à un moment donné, peut être, en tout cas, pas forcément bénéfique pour tout le monde et parfois avec peut-être des objectifs plus profonds à traiter. L'hypnose peut être bien plus efficace, je trouve. Donc, ne pas hésiter à orienter, en tout cas, les gens. Moi, je le fais. S'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Hein. Le but, c'est d'aller vers un thérapeute et une pratique qui correspond à chacun. Il ne faut pas se forcer. Si effectivement ça ne marche pas, si la thérapie ne marche pas, il y en a plein d'autres qui peuvent en tout cas convenir à la personne. D'ailleurs, au niveau de l'hypnose, sur le carnet, on référence Nadège. Donc voilà, au besoin, on a prévu. Voilà, on a prévu. Alors, on a une deuxième question de Julia, toujours. Y a-t-il un diplôme officiel pour la sophrologie, du coup? Oui, elle a raison, hein, il y a de l'arnaque possible. Il n'y a pas de diplôme. Il faut savoir que c'est une profession non réglementée. Moi, je suis aussi disponible donc sur Doctolib parce qu'on fait partie des paramédicaux, mais il n'y a pas de diplôme. Donc, effectivement, suivant les écoles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous retrouver avec des gens qui vont se vendre avec un master, des choses un peu type universitaire. Bon, c'est des jolies appellations, mais qui n'existent pas. La seule chose, c'est effectivement le RNCP, qui est effectivement en tout cas, une validation des acquis par l'école même qui nous a formés. Mais en tout cas, il n'y a pas de diplôme officiel parce que une profession non réglementée. Ça viendra peut-être avec le temps, hein, en tout cas, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. D'accord. Alors, autre question. Le sommeil est un sujet qui touche beaucoup de familles. As-tu des pistes à nous donner et comment peux-tu accompagner l'enfant ainsi que ses parents sur ce sujet? Donc, je sais que c'est très vaste et très complet. Aujourd'hui, on va juste effroler quelques petits conseils. On fera peut-être un live dédié à ce sujet qui est pour moi très, très important et très actuel aussi. Mais si tu peux nous donner quelques pistes. Essentiel, hein. Le sommeil, c'est vraiment ce qui conditionne la vie des parents et des jeunes parents. Et des moins jeunes parents, parce que parfois, le manque de sommeil s'inscrit jusqu'aux 3-4 ans de l'enfant, et parfois même au-delà. Donc, effectivement, moi, je les accompagne, en tout cas, des bébés, hein, et à peu près, en tout cas, dès le 4e mois. Parce qu'avant 4 mois, clairement, l'enfant est sur une horloge biologique qui n'est pas complètement encore définie. On respecte complètement les besoins de l'enfant. Ils ne sont pas clairement établis. Donc, on laisse effectivement voilà, le parent, en tout cas, plutôt accompagner l'enfant par rapport à ses besoins en fonction de ce qu'il exprime. À partir de 4 mois, on peut davantage accompagner vers un sommeil. Maintenant, en tout cas, quand les gens viennent me voir, qu'ils ne s'attendent pas à une méthode miracle, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Et les gens qui vont vous vendre un coaching à X centaines d'euros, clairement, ce n'est pas des méthodes, en tout cas, efficaces, parce que ça ne respecte pas le besoin et ni le développement de l'enfant.
Donc, en tout cas, moi, voilà, j'accompagne les familles, on avance ensemble. Je mets aussi les parents à contribution parce qu'en fait, pour trouver effectivement le pourquoi, c'est justement tout ce questionnaire qui comprend aussi toute une phase médicale parce qu'il peut y avoir aussi des freins au sommeil qui soient en tout cas vraiment médicaux. Donc, on essaye aussi de trouver des pistes ensemble. Et puis, ça peut être aussi des intolérances. Il peut y avoir vraiment toute une multitude, en tout cas, de freins au sommeil. Et puis, c'est de se dire que le sommeil autonome, oui, c'est un petit peu le Graal que tous les parents attendent parce que c'est un peu ce qu'on nous vend aussi. Et puis, tout ce qui va être véhiculé aussi par les familles, de se dire qu'il ne faut pas que l'enfant s'habitue au bras, il ne faut pas qu'il s'habitue à ce qu'on soit là pour qu'il s'endorme. Il y a tellement d'injonctions données, mais d'injonctions, c'est des fausses croyances. Donc, ne pas hésiter effectivement à se faire accompagner. Vraiment, la piste que je travaille avec les parents, c'est pour ça que je les mets à contribution, c'est en fait d'observer leur enfant. Ça, c'est la clé. C'est vraiment, moi, je n'invente rien. Je suis effectivement aussi, voilà, la dernière formation que j'ai faite, c'est aussi avec quelqu'un qui est très active sur les réseaux. Je la nomme parce qu'elle est fabuleuse comme personne et comme pro. C'est Audrey de Happy Mom and Baby. Donc, elle a une académie pour les pros. J'y suis formée là depuis peu aussi parce que ça donne toujours des connaissances supplémentaires. Et vraiment, ce qui nous relie, c'est la bienveillance. On accompagne avec bienveillance et la clé, c'est l'observation du rythme de votre enfant. Et ça, c'est la clé de tout. C'est ce qui va nous permettre de voir ce qui est adapté, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va rentrer dans sa phase ou pas de sommeil. Et puis l'astuce, moi j'en ai déjà parlé, mais c'est qu'en fait, quand on voit les signes de fatigue, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'en fait, il faut pouvoir coucher son enfant avant les signes de fatigue. Et ça, c'est l'astuce suprême que je vous donne, que vous n'aurez à chaque fois nulle part, parce que bien sûr, on ne vous la donne pas, mais il faut le savoir. Quand vous voyez votre enfant bâiller, se frotter les yeux, etc., et que vous dites « Ah, il a l'air fatigué », bon, je vais commencer le travail pour la nuit, à l'emmener dans sa chambre, etc. Et savoir que pour un tout petit, c'est déjà trop tard. Donc, c'est souvent pour ça que les parents vont me dire, mais j'attends 1h30, 2 heures avant qu'il s'endorme. Oui, parce que l'enfant attend son prochain cycle de sommeil. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font tout. Et les parents qui viennent me voir au cabinet, on en rigole entre nous, parce qu'on se dit, des fois, c'est un quart d'heure, mais le quart d'heure qui peut mettre à mal la famille et la soirée. Donc, c'est un combat. Alors là, moi, je tombe de mon arbre. Franchement, je ne le savais pas du tout. Personne ne te le dira. C'est la découverte de la joie d'être parent. Non, c'est clair. Vraiment, on est à un quart d'heure près. On est à un quart d'heure près, ça peut transformer la vie des familles. Wow. Et puis, le manque de sommeil, ça joue sur tout. Enfin, je veux dire, et ça peut entraîner réellement, à un moment donné, des périodes de dépression, parce que vous avez vraiment des pertes de mémoire, vous avez des maux physiques. Je veux dire, on devient fou avec le manque de sommeil. Ça a un réel impact dans sa vie, dans son être, et puis dans sa vie professionnelle. Parce qu'aller au travail alors qu'on n'a pas dormi de la nuit, et ça depuis plusieurs mois et plusieurs années parfois, c'est un combat qu'on ne peut pas imaginer si on ne l'a pas vécu, quoi. Mais c'est vraiment dévastateur. Donc, vraiment, ne pas hésiter à se faire accompagner et trouver vraiment des gens qui sont formés sur ça et pas des gens qui ont lu juste un bouquin. Parce qu'il y a des bouquins aussi très connus sur le sujet qui vont vous dire en fait que soit il faut laisser pleurer les enfants, il faut faire une méthode qui s'appelle les 5, 10, 15. On va 5 minutes auprès de l'enfant, puis on repart 5 minutes. On y va 10 minutes et puis on repart 10 minutes. C'est pas bienveillant, ça. Ça respecte pas en fait l'évolution ni le cerveau de l'enfant. L'enfant, lui, il a besoin de contact, il a besoin de présence et c'est ça qui va le réconforter pour le laisser tranquillement bercer vers la nuit. Donc, en fait, plus on va y mettre de tension, plus on va se fâcher, plus vraiment on va y mettre de l'énervement et moins ça va marcher. Mais ça a l'air simple, dit comme ça, mais c'est effectivement très compliqué. D'où je donne aussi des méthodes de sophrologie. Parce que parfois, la sophro, c'est aussi pour les parents, pour aussi gérer cette appréhension de la soirée et de la nuit. Mais c'est vrai que c'est plein de petites astuces et on va des fois vous dire sur les réseaux, vous allez le lire. Oui, mais dans un livre super connu, ils disent que effectivement le sommeil de l'enfant ne peut pas se faire avant l'âge de 6 ans. C'est un mélange de plein de choses en fait. C'est qu'à partir de 6-7 ans, le cerveau, du coup, parce qu'il devient un peu plus mature, il va s'apaiser. L'enfant va réussir à s'apaiser. En fait, c'est neurologique. Mais l'enfant peut très bien accéder à un sommeil autonome bien avant et même des bébés. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité si ça vous tombe dessus. On peut trouver des pistes d'amélioration. Il y a des âges aussi où il y a des angoisses qui apparaissent et ça, effectivement, ça fait partie du processus. Donc, il y a plein de petites choses à voir. Voilà, c'est pas simple le sommeil, c'est plein de petites subtilités. Tout à fait. Alors moi, j'ai la grande chance, et tu le sais, de ne pas avoir eu ce type de problème. J'en ai eu d'autres. C'est vrai qu'avec des jumeaux, on m'a toujours dit « Oh là là, mais comment tu faisais les nuits ?» Et au bout d'un mois, ils faisaient leur nuit. Alors, peut-être avantage, ils étaient tous les deux. Donc, très tôt, moi, je les ai mis dans leur chambre parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on les dérangeait.
Mais du coup, ils étaient tous les deux dans le lit. Et alors, il faut, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça a très bien marché. Ils s'entendaient, ils se sentaient très bien. Et du coup, ils faisaient leur nuit. Et à un mois, franchement, ils faisaient leur nuit. Mais donc, j'ai jamais eu ce problème de manque de sommeil, si ce n'est peut-être quand ils sont malades, tout simplement. Les Et dents, oui. extrêmement. Ouais, alors les dents, c'est pareil, ça s'est plutôt bien Oh là passé. là. Tu Et veux dire, toi, je tu suis te fais visiter déjà par des mais, dizaines de femmes et de parents. non, mais j'ai eu d'autres problématiques, hein, promis. Ah oui, J'ai rien n'est galéré parfait. comme tous les autres, mais franchement, les nuits, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été un problème. Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi pour qui c'est un vrai problème. Et il faut le prendre au sérieux parce que Oui. Ah oui. être bienveillante quand tu n'as pas dormi, je ne sais pas combien de nuits, ou tu as le stress du quotidien, ou tu as tout ça, c'est très, très difficile. Et je pense que vraiment bénéficier de tes conseils et de tes outils, parce que oui, la sophro, c'est des vrais outils. Même en tant que parent, on a besoin en fait de ce type d'outils, et je trouve que c'est génial d'avoir comme ça permis d'avoir ces domaines de compétences en une personne. Donc, C'est ça ouais. que, ce qui est compliqué, c'est que là, toi, tu le dis, toi, tu as eu besoin que tes enfants, du coup, ne soient pas avec toi, ça perturbait le sommeil de tout le monde, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas une généralité. Alors oui, tu peux mettre tes enfants dans sa chambre ou pas, enfin, ça dépend tellement des besoins aussi du couple, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est ma phrase aussi, moi j'aime bien ça, c'est la bienveillance commence par soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'écouter les injonctions, en tout cas de la société, des réseaux sociaux, les conseils de mamie, de la tante, de la cousine. Non, à un moment donné, vraiment, la bienveillance commence par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être déjà bien soi pour que son enfant, du coup, soit bien. Et à un moment donné, il faut s'écouter. Je veux dire, il y a des gens qui vont dormir avec leur enfant dans leur chambre jusqu'à leurs 10 ans. Moi, je leur dis, si ça vous va, moi, je ne viens pas juger ça. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Gardez votre enfant, faites ce que vous vouliez, il n'y a aucun souci. Mais si au contraire, c'est un frein à votre sommeil, à votre épanouissement de parents, écoutez-vous aussi, en fait. C'est un peu l'idée quand même. Tout à fait. Ah, mais moi, les conseils, on a essayé de m'en donner des tonnes, mais encore une fois, la chance de jumeaux, c'est que je n'en avais pas dans ma famille, il n'y en avait pas dans la famille de mon conjoint, en tout cas pas proche de nous. Et du coup, les gens étaient complètement. Ils avaient du mal à me donner des conseils parce qu'ils étaient tellement choqués par cet événement. Et en plus, j'ai eu des bébés prématurés, donc tout petits. Et en fait, moi, mon angoisse, c'était que je n'arrivais pas à m'endormir parce que je surveillais la respiration de mes enfants. Et donc, j'arrêtais pas de bouger. Et à chaque fois que je bougeais, bam, je les réveillais. Et au bout d'une semaine, on s'est dit non, non, il faut qu'on arrête. Et puis même moi, je dormais pas, j'étais pas bien, j'avais vraiment peur. Et du jour où on les a mis dans le même lit, dans leur chambre, donc en face de nous, donc on entendait quand même, et ben moi, j'ai beaucoup mieux dormi. Et pour le coup, eux aussi. Donc ça nous a vraiment bien réussi. Mais c'est vrai qu'au début, on m'a dit, oh là là, mais Émilie, les petits, ils sont vraiment petits, est-ce que tu n'as pas peur, s'ils s'étouffent, etc. Et en fait, non, moi, j'avais peur de les entendre respirer, en fait. J'avais l'impression qu'ils n'allaient plus respirer. Et donc, du coup, je bougeais et je les gênais. Et en fait, le jour où on les a mis dans leur lit, ça a été extraordinaire. Donc, après... C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que des jumeaux, c'est pareil. On s'attend aussi, d'ailleurs, on en avait déjà parlé, mais on s'attend à ce qu'ils aient le même rythme. Et ça, c'est pareil. J'ai aussi des parents de jumeaux qui m'appellent parce qu'ils ne comprennent pas forcément, ils sont un peu désemparés. C'est pas parce que ce sont des jumeaux qui vont avoir le même besoin et le même rythme au même moment. Et ça, c'est pareil, ça, c'est compliqué parce qu'on se dit, mais ils étaient ensemble. Et... oui, mais même, ils sont en fait avec des rythmes différents. Et ça, on s'y attend pas toujours, en fait. Tout à fait. Tout est différent, en fait. Ça reste des êtres à part entière. Oui, c'est un individu à part entière. Il peut ressembler à l'autre pour plein d'aspects, mais non, chacun est un individu, ouais. Tout à fait. Alors, la première fois que nous avons échangé sur la parentalité, nous avons évoqué la pression et le jugement que certains parents peuvent ressentir. Que peux-tu nous dire sur ce sujet? Et du coup, ça viendra aussi compléter avec une question qui nous a été posée tout à l'heure. D'accord. Bah oui, c'est vrai que c'est aussi un petit peu toute la société qui devient comme ça parce que justement maintenant, on a tellement en fait d'informations, on est noyé d'informations. Donc en fait, vous avez justement des professionnels qui vont donner aussi un petit peu plus d'étayage, qui vont donner des explications. Vous avez les parents qui maintenant deviennent un peu ce qu'on appelle des parents experts, c'est-à-dire qu'en même temps, ils ont ouvert tellement de bouquins. Parfois, ils sont effectivement très, très, en tout cas, intéressés et formés
sur effectivement ce que doit être en tout cas un enfant, le développement, la parentalité, etc. Et puis, heureusement, on a aussi plein maintenant de garde-fous qui sont mis en avant avec tout ce qu'on peut appeler maintenant les violences éducatives. Alors c'est vrai que nous, on était formés aussi à ça, hein, de toute façon avant, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est beaucoup mis en avant, et heureusement. C'est vrai qu'il y a aussi des lois qui ont été mises en avant, et c'est très bien aussi de prendre en compte que l'enfant, à un moment donné, le frapper, l'humilier, le punir, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc c'est très bien que ce soit arrivé un jour, en tout cas pour le grand public, parce qu'il fallait qu'on prenne la mesure aussi de ce qu'était aussi l'éducation en France, hein. L'éducation en France, c'était vraiment à base de punition et d'humiliation, c'était normal. Ça l'est encore aussi pour certains, donc il faut déconstruire les pratiques. Le problème, c'est qu'on arrivait des fois à des choses un peu extrêmes qui font qu'aujourd'hui, les parents sont perdus. Ils ne savent même plus ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, sans être jugés, sans se dire, mon Dieu, je suis en train de faire une violence éducative. Donc moi, vraiment, je ne donne jamais de méthode punitive, ni en tout cas dégradante pour l'enfant, parce que c'est pas ma conception des choses. Mais quand les parents viennent me voir, ils savent qu'ils peuvent en tout cas vraiment déballer aussi leurs problématiques familiales. Et parfois, effectivement, les parents délivrent aussi la réalité. Moi, je veux dire, si on veut que l'accompagnement éducatif marche, il faut aussi, je veux dire, être dans la transparence. Si les parents ne me disent pas tout ce qui peut se passer à la maison, si on ne me dit pas effectivement qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à se contrôler et qu'on a mis des fessées, qu'on met des punitions à répétition et pourquoi ça ne marche pas, et c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est de se dire, OK, c'est arrivé, très bien, on va maintenant donner des outils pour que ça ne se reproduise plus et pourquoi. Mais c'est justement ce non-jugement, c'est de se dire, OK, c'est arrivé, moi je ne vais pas appeler la gendarmerie, la police nationale pour dire derrière, mon Dieu, mettez tout de suite ces enfants en protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est pas ça. C'est aussi accompagner les enfants, les parents là où ils en sont, dans leur cheminement, et de se dire on peut faire autrement. Et ça demande du temps. Il faut déconstruire les pratiques, il faut déconstruire les croyances, et c'est un cheminement qui se fait. Mais il faut arrêter, effectivement, ça c'est vraiment, et je trouve que c'est de plus en plus présent parce que moi je le dis aussi hein, sur mon site, il y a vraiment maintenant des pléthores d'ouvrages sur ce que doit être l'éducation, et on oublie de se dire qu'à un moment donné, l'éducation c'est aussi une famille, c'est aussi quelque part les vasilises vraiment qu'on se porte aussi dessus avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il y a plein de choses dans une famille. C'est pas si simple. Et de dire à une famille stop les punitions, stop les fessées, stop ceci, cela, à un moment donné, ils se disent juste mais comment je fais, qu'est-ce que je dois faire en fait pour que ça marche chez moi? Et ça, c'est hyper difficile. Les gens se retrouvent chamboulés. Ils ont bien compris qu'il y avait des choses à ne pas faire. Mais par contre, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est de trouver le juste milieu. D'où l'intérêt et l'importance d'aller voir des gens qui sont diplômés sur ça et qui ont déjà accompagné des milliers de familles. Nous, on sait qu'effectivement, à un moment donné, la famille idéale n'existe pas. Et on ne peut pas être parfait. Il n'y a pas de parents parfaits. Et ça, c'est hyper important de se le dire. C'est hyper important. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, tu le sais. Le jugement, mon Dieu, qu'il est lourd et pesant et pas toujours bienveillant, là où nous, on doit être bienveillant. Les conseils indélicats, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et d'ailleurs, Julia le dit très bien, la bienveillance, oui, parce que les parents se jugent tellement. On est déjà tellement dur avec nous-mêmes, donc ne le soyez pas plus avec eux, parce que être parent, c'est pas simple. Être parent, c'est plein de défis. On a notre éducation. Tout à fait. On a notre éducation qui peut peser. Il y a ce qu'on a envie de faire, ce qu'on projette. Et puis, on a l'enfant qu'on a devant nous aussi. Parce qu'on projette des choses et tout n'est pas toujours facile. Comme tu le disais très bien, j'ai des jumeaux, oui, mais des jumeaux complètement différents, avec une éducation complètement différente. Pourtant, j'ai 2 enfants exactement du même âge. Et je ne fais pas du tout la même éducation avec l'un plutôt qu'avec l'autre. Je m'adapte à mon enfant, tout simplement. Il y en a un qui a besoin d'être plus cadré, l'autre beaucoup moins. Et c'est pas parce que j'en aime pas un plus que l'autre ou moins que l'autre. C'est juste que je m'adapte à mon enfant et à ce que je suis aussi. Et donc, en effet, le jugement est parfois très pesant et les parents se jugent bien assez comme ça. Donc, là où on aurait besoin d'entraide, en fait, au contraire, on se sent mais vraiment jugé et humilié. Enfin, je veux dire, on l'a tous vécu, cette crise de nerfs au supermarché parce que ton enfant veut un jouet, bien sûr, tout est à disposition, donc c'est fabuleux.
Mais à un moment donné, voilà, c'est le nombre de parents qui me racontent ce genre de scène. Et à un moment donné, moi, je leur dis, mais les gens qui vous jugent, c'est soit parce qu'ils n'ont jamais eu d'enfant, soit parce qu'en fait, c'est très loin derrière eux et en fait, ils ont oublié aussi ces moments de solitude, ou parce que parfois, en fait, ils vont porter en fait un regard en disant, ah là là, tu vois, elle ou lui aussi, il vit ces moments-là. Parce que c'est ça, en fait, des fois, en fait, c'est aussi notre interprétation de se dire, ça y est, je me sens jugée. Mais je vois aussi effectivement un nombre de parents qui disent, oh là là, je vois des violences éducatives, mon Dieu, j'ai envie d'intervenir, qu'est-ce que je dois faire? Moi, à chaque fois, je dis attention. Et c'est pas parce que je suis toute puissante, mais c'est parce que vous ne savez pas l'histoire de cette maman, de ce papa avec l'enfant. Vous savez pas depuis combien de temps ils essaient. Vous ne connaissez pas la nature de ce problème. Et puis, moi, je le vois de plus en plus, c'est qu'effectivement, moi, je suis très au clair avec ces parents aussi qui ont des enfants avec des troubles du comportement. Ils se sentent mais tellement jugés parce qu'on va leur dire vous êtes des mauvais parents parce que vous n'avez jamais cadré votre enfant. Mais ces parents-là, ils auraient adoré avoir juste un enfant à cadrer. Ça marche pas comme ça. Des enfants avec des troubles du comportement, c'est non-stop. Ça s'arrête jamais. Et c'est très compliqué de se faire accompagner parce qu'il y a très peu de gens formés aussi pour ça. Et ces parents-là, mais je veux dire, ils vivent un calvaire du quotidien avec les jugements à l'emporte-pièce parce que cet enfant, en fait, c'est un enfant roi, c'est un enfant mal élevé. Vous êtes des parents qui êtes démissionnaires, et ça, c'est terrible à vivre aussi, quoi. Et moi, je me suis déjà vue en supermarché avec une mamie qui vient me voir et qui dit votre enfant, elle a la tétine. Ben oui, et elle insiste lourdement 4 fois. Votre enfant a la tétine. Ben oui, et enfin, toi, tu es sa maman, ton enfant en a besoin. Il y a un moment donné. Et vous voyez, même moi, professionnelle, moi, je m'étais toujours dit oh là là, la tétine, franchement, qu'est-ce que c'est pénible ce truc. J'ai pas envie de courir derrière une tétine, elle s'en rend pas. Bon, bah bingo, hein, moi, j'ai eu 2 enfants, les 2 en ont eu. Hein. Donc, j'aurais adoré, je passe d'ailleurs un message à celui qui a envie d'inventer la tétine où on met un petit truc comme pour, tu sais, retrouver ta voiture sur le supermarché, tu vois, sur le parking. Le truc où la tétine, elle va clignoter, tu sais, elle va faire un petit bruit pour la retrouver. Enfin, cette tétine, on l'a cherchée 1000 fois, quoi. C'est Mais vrai. voilà, le jugement des gens pour tout, quoi. Enfin, mais pour tout. C'est clair. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Moi Voilà. aussi, tout comme toi, la tétine, j'en voulais pas. Et en fait, en néonate, on ne demande pas ton avis. Et quand tu rentres dans le box, et tu vois ton bébé avec la tétine. Et puis, voilà, c'est comme ça. Il en a besoin à ce moment-là. Et puis, du coup, ils l'ont gardé parce qu'ils en avaient tout simplement besoin. Moi, j'avais dit non, 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 pas de tétine. Et du coup, je me suis adaptée, en fait, à leurs besoins, tout simplement. Donc, Et puis, à un moment donné, c'est rare des enfants à 10 ans qui vont garder leur tétine. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, on fait en fonction de son enfant. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme je disais, il n'y a pas de parents parfaits, mais il n'y a pas d'enfant parfait non plus. C'est-à-dire qu'on a fantasmé un enfant, et parfois, quand on est en parcours PMA, on l'a fantasmé pendant tellement d'années, cet enfant qui allait réparer cette blessure narcissique, etc. Et puis, le jour où il y a cet enfant, il y a aussi des pépins qui nous tombent dessus, parce que cet enfant, voilà, il y a l'enfant fantasmé, puis il y a l'enfant réel, et il y a le parent que tu deviens, que tu découvres. Parce que tu as beau imaginer ta parentalité, tu as beau en parler avec ton conjoint, et puis parfois, c'est pareil, les femmes, les hommes se retrouvent seuls parce que finalement, il n'y a plus le conjoint dans l'histoire aussi. Parce que tu as imaginé un enfant, puis finalement, tu en as 2, 3, 4. Ça vient bousculer aussi tes croyances. Et c'est vrai que tu t'adaptes. Tu t'adaptes à la situation, tu fais en fonction de ce que tu peux. Et c'est souvent ça être parent. Hein. C'est pas forcément être dans la volonté, mais c'est de faire ce qu'on peut sur l'instant T. Et peut-être que vous vivez aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose ce soir, ce ne sera pas la même chose demain. Et ça aussi. Hein. C'est pour ça, être dans le jugement, c'est terrible parce que ça met à mal là où on aurait plus besoin, au contraire, de soutien. Donc, c'est vrai qu'inviter quand même les gens à être plus dans le soutien que dans le reproche. tout à fait. Et dans Le message un peu distance, quoi. adapté aussi. Moi, souvent, quand j'ai une amie qui est enceinte et qui me dit t'as pas un conseil, et moi, je lui dis toujours écoute-toi et fais-toi confiance. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Parce que tu n'auras pas la même grossesse que moi, et je te le souhaite. Tu n'auras pas la même. Voilà, on projette beaucoup de choses en fait. Quand on tombe enceinte ou quand on ne l'est pas encore et qu'on projette une grossesse, on projette beaucoup, beaucoup de choses. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait imaginé. Parfois, ça peut complètement être à l'inverse de tout ce qu'on avait pu imaginer. Et on s'adapte en fait. On ne fait que s'adapter à une hospitalisation, à une grossesse compliquée ou quelque chose de très positif, mais il va y avoir un petit couac. Il va y avoir un bébé qui arrive et c'est une découverte, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, même si aujourd'hui, c'est vrai que aussi grâce à la sophro, on apprend à mieux communiquer avec ses bébés à l'intérieur du bidou. Et ça, purée, si j'avais su que j'aurais aimé le faire. Mais voilà, on s'adapte vraiment et il ne faut pas juger.
Et Dieu sait qu'en tant que maman, en tant que papa, en tant que parent tout court, on se juge déjà énormément. Donc, si vous avez besoin de bienveillance et d'être accompagné d'une jolie manière, franchement, je vous conseille vivement, mais très vivement, et j'aurais tellement voulu que tu puisses m'accompagner il y a 8 ans. Je vous conseille vraiment Stéphanie parce que j'ai trouvé en elle la professionnelle que j'aurais aimé découvrir à ce moment-là parce que je me sentais très seule, parce que ma grossesse a été extrêmement compliquée, très violente. Et à ce moment-là, j'aurais vraiment voulu être accompagnée par quelqu'un qui m'aide un petit peu à comprendre ce qui m'arrivait, mes angoisses aussi, parce que c'est pas simple non plus. C'est vrai que souvent on me dit mais vous vous êtes fait accompagner. Non, non, je les ai fait toute seule toute seule non, hein, je doute bien. Mais j'ai pas été accompagnée et je suis tombée enceinte de jumeaux et ça a été un choc psychologique mais terrible pour moi parce que j'avais pas décidé ça. Et c'est vrai que et dans chaque étape après, il y a du sens à vraiment te faire intervenir, à te solliciter. Et ça, je le comprends en te côtoyant et je moi, j'ai des fois des mamans qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes de sommeil pour leur bébé. Et en fait, des fois, ils me disent, oh là là, en fait, je suis venue pour moi pour de la sophro. Eh ben, c'est pas grave. Vous vous êtes fait passer en priorité. Eh ben, des fois, c'est peut-être ça, en fait, ce qui va vous sauver. C'est que parfois, c'est vous la priorité pour aller bien. Parce qu'une maman qui va bien, ben, derrière, le bébé va pas être bien non plus. Et c'est de se dire qu'à un moment donné, dans notre vie de parent, ben, c'est jamais un échec de se faire accompagner par quelqu'un, que ce soit en sophro, en hypno, en psy, enfin, peu importe, mais trouver la personne ressource qui va vous aider parce que être parent, ben, c'est pas inné et on a beau vous faire croire que si, ben, la réalité c'est que c'est non. Donc faites-vous accompagner parce que tout est possible. Le but c'est d'être bien dans ses baskets et c'est ce qui fera que vos enfants aussi seront mieux dans leurs baskets. Tout à fait, complètement d'accord. Tout à fait. Alors du coup, dernière question, si on souhaite prendre rendez-vous, comment on peut te retrouver? Et ben du coup sur les réseaux j'y suis, en tout cas sur Facebook et sur Instagram. Après ben oui, en tout cas stéphaniedelalande.fr, comme ça c'est voilà, c'est basique, c'est clair. Et puis dessus vous avez le lien pour Doctolib si vous voulez accéder directement à Doctolib, en tout cas pour des consultations sophro, éducatif, sommeil, hein, vous me retrouvez. Donc n'hésitez pas à aller directement sur la plateforme de Doctolib ou sur mon site. Vous avez accès à mon numéro de téléphone, à mon mail. Il n'y a pas de souci. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, je te référence donc sur le carnet de Milly aussi, donc dans la rubrique thérapeute. Vous pouvez retrouver l'interview écrite de Stéphanie pour en savoir encore plus sur elle. Je vous invite vivement à lui poser des questions en commentaire, à vous rendre du coup sur sa page Facebook et Instagram. Instagram que tu alimentes quand même énormément. Hein. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas balèze en communication, mais moi, je trouve que tu donnes beaucoup de pistes, beaucoup de très bons conseils. Oui, oui. Faut aider, faut accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas à la découvrir du coup sur ses réseaux sociaux, sur l'interview. On refera très prochainement un live parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur pas mal de sujets qu'on a évoqués très rapidement là dans ce live-ci. Donc, merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous de mettre des petits pouces, des petits cœurs. Ça nous encourage énormément. N'hésitez pas à partager ce live s'il vous a plu et on vous dit à bientôt. À bientôt.